présent à notre deuxième invité. Je l'ai annoncé tantôt. Il s'agit de Jean-Hervé Mbelou Biocha. Il est cadre de la majorité présidentielle, mais également porte-parole de l'ANAD, entendez, Nouvelle Alliance des démocrates, un parti donc de la majorité présidentielle à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Alors, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces, c'est déjà demain samedi. Et déjà, on vous accuse, vous, de la majorité présidentielle, d'intimider les députés provinciaux. Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Non, je crois d'abord que les mots n'est pas à sa place parce que la majorité présidentielle n'a pas des instruments d'intimidation, n'a pas une police mise à sa disposition ou des moyens répressifs mis à sa disposition pour intimider les autres compatriotes. Je crois que c'est juste une fausse alerte de la part de ceux qui veulent donner une mauvaise image de notre démocratie. Il se fait que la majorité présidentielle, comme toute autre famille politique, que ce soit en France, aux États-Unis, lorsqu'il y a des enjeux majeurs, les enjeux électoraux, il est tout à fait normal que la famille politique ou bien le bureau politique puisse se mobiliser pour soutenir ces candidats qui sont à la base. Donc c'est tout à fait normal dans une démocratie qui marche. Ce n'est pas une invention de la République démocratique du Congo ou de la majorité présidentielle que de descendre sur terrain pour encourager ces différents candidats, les soutenir et mobiliser ces différentes bases en vue de soutenir ces candidats. Donc c'est une démocratie, c'est l'exercice normal d'une démocratie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte à Kinshasa, qu'il s'agit des intimidations. Non, la majorité présidentielle n'a pas d'instruments d'intimidation, n'a pas des instruments de répression à sa disposition pour intimider les gens. Je ne sais pas quels sont les moyens que la majorité présidentielle a pour intimider les candidats gouverneurs. Je crois que c'est une fausseté. Je suis là pour le démentir de la manière la plus catégorique. Et les challenges de la majorité ou pour la majorité, c'est tout gagner et ne rien laisser aux autres? Non, vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu des élections de membres du bureau, des assemblées provinciales, il y a d'autres partis, le parti de l'opposition, qui ont pu rafler quelques provinces. Donc, en l'occurrence, le MLC, qui a eu à gagner les élections dans 3 provinces. Donc, la majorité présidentielle a gagné, c'est vrai, la majorité. Donc, ça, c'est l'exercice normal d'une démocratie qui marche. Donc, l'électorat a décidé d'accorder ses voix aux candidats de la majorité. Donc, c'est un exercice normal d'une démocratie. Donc, ça n'incombe pas à une quelconque manipulation ou à une quelconque intimidation. Et on parle également des photographies des bulletins de vote pour s'assurer Mais ce sont qu'on des a faussetés, voté, madame. on a voté les candidats de la majorité. Vous rejetez en bloc toutes ces Tout ça, affirmations? ce sont des faussetés. On ne peut pas continuer à donner une mauvaise image de notre pays en inventant toutes sortes de mensonges. Donc, quelle est la possibilité qu'une personne qui aurait reçu un téléphone peut avoir de s'accorder, de se mettre une corde dans la cou en vue de répondre à une quelconque intimidation qui viendrait d'une quelconque majorité? C'est faux et archi faux. Les candidats gouverneurs de tous les partis qui ont pris part dans cette étape d'élection sont tout à fait libres de lire qui ils veulent. La majorité présidentielle soutient ses propres candidats et encourage tous les autres députés provinciaux à soutenir les candidats de la majorité dans le cadre de l'exercice normal d'une démocratie. Tout ce qu'on raconte ici à Kinshasa ne sont que des affabulations et des élucubrations savamment inventées pour nuire à l'image de notre démocratie. Et cela est dommage. Jean-Hervé Mbelou Biocha, je rappelle que vous êtes cadre de la MP, mais également porte-parole de la NAD. Alors, un autre débat, c'est la requête de la CENI demandant une rallonge à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de bien organiser, évidemment, les élections. Est-ce que cette démarche est illégale, d'après vous? Non, je crois que d'abord, ce n'est pas la première fois que la CENI saisit la Cour constitutionnelle. Vous vous rappelez qu'en 2006, la Cour constitutionnelle, la CENI, à l'époque c'était la CI, avait choisi de saisir la Cour constitutionnelle parce qu'elle était dans l'incapacité d'organiser les élections présidentielles dans les 15 jours
d'après le premier tour. La CENI avait saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir une extension du timing en vue de lui permettre d'organiser ces élections dans les meilleures conditions possibles. Et il avait obtenu cette extension. Et aujourd'hui, la CENI, utilisant cette jurisprudence, a saisi ou va saisir la Cour constitutionnelle en vue de lui expliquer toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée et de lui montrer également l'impossibilité qu'elle a aujourd'hui de tenir ses engagements, à savoir organiser toutes les échéances qui étaient prévues pendant l'année 2016 dans le délai. Cela est tout à fait normal, cela est tout à fait légal. J'entends des gens pinailler à gauche, à droite, que ce n'est pas légal, ce n'est pas constitutionnel. Non, il y a des articles dans la Constitution, notamment l'article 76, qui montre qu'en cas de force majeure, la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle en vue d'obtenir une prolongation. Ça, c'est dans la Constitution. Vous lisez le dernier alinéa de l'article 76. Cela est clair là-dessus. Mais ceci revient à dire que pour vous, de la majorité, cette situation vous arrange? Non, ça n'arrange pas quelqu'un outre mesure. Donc, c'est un dispositif constitutionnel. Nous sommes dans un cadre de fonctionnement normal des institutions démocratiques. Donc, si une institution saisit, l'institution qui est habilitée à donner son accord ou à donner ses avis sur les dossiers qui touchent à la Constitution, cela est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, madame. La Cour constitutionnelle est là pour trancher un certain nombre de choses, donc notamment se prononcer sur la validité d'un certain nombre d'actes qui peuvent être pris par d'autres institutions. Donc, il est normal que la CENI ait saisi cette Cour constitutionnelle en vue de se prononcer sur ces difficultés et l'impossibilité que la CENI a d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et le G7 parle d'une CENI comme étant une machine de glissement et appelle la population ou le peuple à barrer la route, n'est-ce pas, à un début de contestation déjà? Non, il faudrait que tout le monde se rappelle que la CENI est composée de la majorité présidentielle, elle est composée de l'opposition, elle est également composée des membres de la société civile. Lorsque l'opposition parle de la CENI, c'est comme si la CENI était composée du début jusqu'à la fin de fond en comble par les membres de la majorité. Il faudrait que l'opposition soit honnête pour dire à la population qu'elle est réellement représentée dans cette institution-là. M. Nanga, qui est le président de la CENI, ne joue que le rôle de coordination. M. Nanga ne décide pas de lui seul, il est dans une coordination où toutes les composantes sont représentées, à savoir l'opposition politique, la majorité ainsi que la société civile. À côté de cela, il y a également l'Assemblée générale dans laquelle se trouvent toutes les composantes de notre société. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la CENI est phagocytée ou inféodée à une famille politique, à savoir la majorité. Ce sont des procès d'intention et des accusations sans aucun fondement juridique ni politique. Donc la CENI est une institution indépendante. D'ailleurs, depuis que l'opposition est montée sur les créneaux pour dénoncer la CENI, mais je n'ai jamais entendu un seul instant cette opposition demander à ce que les membres de l'opposition soient retirés de la CENI. Donc, nous devons dire à la population la vérité. La CENI n'est pas composée que des membres de la majorité. Il y a le membre de l'opposition, il y a le membre de la société civile. Que l'opposition commence à démissionner au sein de la CENI. Après, elle peut demander à ce que M. Nanga puisse démissionner. Donc, nous pensons que cette CENI est une structure indépendante qui fait son travail. Elle n'est pas inféodée à une famille politique quelconque. Entre-temps, le dialogue, on n'en parle plus. Aura-t-il toujours lieu? Je crois que le dialogue va se tenir. Le chef de l'État s'est engagé et l'engagement du président de la République a été soutenu par la communauté internationale dans son ensemble à travers le communiqué conjoint signé depuis le 16 février de cette année, à savoir l'Union européenne, l'ONU, la Commission, l'Union africaine, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie qui ont signé un communiqué conjoint pour soutenir la tenue de ces dialogues. Vous savez que la tenue d'un dialogue inclusif demande qu'un certain nombre de paramètres soient pris en compte.
le président de la République qui est soucieux de l'inclusivité et de la bonne tenue de ces dialogues tient à ce que tout le monde y prenne part. Mais à un certain moment, le facilitateur, M. Edem Kodio, qui a été choisi par la communauté internationale, va prendre ses responsabilités pour que finalement ce dialogue puisse se tenir, parce que nous devons baliser le chemin pour la tenue des élections crédibles et dont les résultats doivent être acceptés par l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de la population congolaise. Et quelle est la meilleure solution pour un processus électoral apaisé en RDC? Bon, le meilleur processus, la meilleure technique pour y arriver, je crois que c'est que tout le monde se mette autour d'une même table et qu'il puisse sortir tout ce qui dérange chacune des composantes et qu'on puisse harmoniser le point de vue et puis baliser le chemin vers la tenue des élections crédibles. Donc sans cela, on ne peut pas tenir des élections crédibles. Donc il faudrait que tout le monde, tous ceux qui sont intéressés réellement par la tenue des élections, puissent se retrouver autour du dialogue convoqué par le président de la République et soutenu par la communauté internationale à travers le communiqué conjoint que je venais d'évoquer tout à l'heure, à travers le soutien du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui est venu au Congo pour soutenir la tenue de ces dialogues. Il faudrait que ceux qui sont encore pessimistes, ceux qui doutent encore, puissent se joindre à ceux qui veulent que ces dialogues se tiennent, puissent se joindre au président de la République et à la communauté internationale en vue que ces dialogues puissent se tenir rapidement, en vue que les élections puissent se tenir dans les meilleures conditions. Parce que si ces dialogues s'étaient déjà tenus depuis que le chef de l'État avait exprimé les souhaits que ces dialogues se tiennent, aujourd'hui, on serait très loin dans le processus électoral. On serait en train de préparer déjà les élections. Donc, les opposants ont traîné les pieds. Ils n'ont fait que critiquer, ils n'ont fait que poser des conditionnalités. Aujourd'hui, nous sommes en train de traîner les pieds pour la tenue du dialogue et même pour la tenue des élections. Donc la CENI n'est pas dans la capacité de tenir ses engagements. C'est tout cela qui pose problème. Donc il faudrait que ce dialogue se tienne finalement. Et le 20 décembre 2016, s'il n'y a pas d'élection, ça sera la fin du monde où l'État va continuer à fonctionner normalement? Non, madame. Il n'y aura pas de fin du monde si le 20 décembre, il n'y a pas élection présidentielle ou il n'y a pas remise-reprise. La Constitution de la République est claire là-dessus. Que ce soit pour le premier cas où les élections se sont tenues dans le délai constitutionnel, le président de la République en fonction reste en place. Que ce soit dans le cas où les élections ne se sont pas tenues dans le délai, le président de la République reste en place jusqu'à la remise-reprise avec le nouveau président élu. Et l'ordre institutionnel? Nous ne connaissons pas encore le président qui sera élu. Comme le président de la République est respectueux du texte, il est respectueux du peuple et de la démocratie, donc il attend que les élections se tiennent en vue de faire reprise avec celui qui sera élu par le peuple. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de président élu, la Constitution a organisé des choses de telle sorte qu'il n'y ait pas de vide juridique. Le président de la République en exercice va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Ne sera-t-il pas bouleversé à cette allure? Non, l'ordre constitutionnel ou l'ordre institutionnel va demeurer donc jusqu'à la tenue des élections pour permettre au président de la République de faire reprise avec le nouveau président. Voilà, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Jean-Hervé Mbelou Biocha, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle, merci, mais également porte-parole de l'ANAD, Nouvelle Alliance des démocrates, un parti de la majorité présidentielle. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Voilà, merci, madame, messieurs, nous allons prendre une toute petite pause, juste le temps pour moi de prendre notre troisième et dernier invité. À tout de suite.